Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de scène de presse. Nous sommes le 29 janvier 2023. ELECAM, Elections Cameroun, organisme indépendant chargé de la gestion, de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire, dispose de 2 semaines pour publier les listes définitives des candidats à l'élection des sénateurs du 12 mars prochain. À la suite de la clôture des dépôts des dossiers de candidature hier à minuit, la Commission centrale de réception et de transmission des dossiers dit avoir reçu 13 formations politiques qui manifestent l'intention de participer à ce scrutin. La 3e mandature au Sénat, pour quel impact sur le processus de décentralisation? Quel profil pour les futurs sénateurs? Quels sont les enjeux politiques du scrutin qui est annoncé? Voilà, présenter les principaux axes de cet échange, l'échange de ce soir sur scène de presse, avec les invités qui nous honorent d'être là. Il s'agit précisément du professeur Basile Ngono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant d'éthique. Vous opérez maintenant à l'école polytechnique, à l'école de la police aussi. Oui. C'est une profonde mutation. Vous étiez à l'ESTIC. Oui, à l'ESTIC. En fait, comme il s'agit de l'éthique appliquée. Parce qu'en réalité, en plus de ces 2 grandes écoles, j'enseigne à l'Institut international des assurances aussi, toujours l'éthique, et dans quelques IPES où j'enseigne la bioéthique. Il faudra nous parler de l'éthique dans le cadre de la campagne qui s'annonce pour les élections. C'est le moment où circule le gros somme d'argent, on en parle tout le temps. Peut-être que le président Atana nous en dira un mot. Denis Emilie Atana, bonsoir. Bonsoir, chers les gars, bonsoir également à tous aux panélistes. Bonsoir bien évidemment aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau. Nous sommes ravis que vous soyez là. Vous êtes président national du FDC, c'est un parti politique dénommé Front des démocrates camerounais. Alors, votre parti voudrait avoir des sénateurs au Parlement, c'est ça? Il y a des chances d'y arriver. Vous étiez le mandataire du parti, vous avez déposé les dossiers à ELECAM. Oui, avant de répondre à votre question, en tant que conseiller municipal, élu local et citoyen ressortissant de la Léquier, je m'en voudrais de ne pas déjà condamner l'assassinat sauvage dont a été victime M. Martinez Zogo et d'exprimer aussi ma solidarité à sa famille, la solidarité de l'ensemble des militants et des candidats du FDC, à tout le corps des journalistes. Ceci étant dit, je voudrais vous dire que nous, au niveau du FDC, nous croyons à cette élection. Premièrement, moi-même je suis électeur. Je suis conseiller municipal et il faut bien que vous sachiez que le mandat électoral au Cameroun n'est pas impératif. On est certes vrai investi par un parti politique lorsqu'on concourt à une élection, mais une fois qu'on est élu, on n'est pas la propriété d'un parti politique. On est élu du peuple. Et lorsqu'on est élu du peuple, on choisit le côté du peuple. Je vous prends un exemple. Aux dernières élections régionales, le FDC a présenté des listes dans la Léquier, le Fundi et l'Oignon Esso. Certains pensaient que le FDC allait avoir une seule voix dans la Léquier, mais curieusement, nous avons eu 9 voix. 8 conseillers municipaux d'autres partis politiques ont voté pour nous. Vous pensez que c'est ce qui va s'opérer encore avec dans le Fundi, municipal? Dans le Fundi, nous avons eu 4 voix. Dans l'Oignon Esso, on nous attendait avec 0 voix, nous avons eu 3. Nous sommes convaincus qu'avec cette élection, nous avons une vision. Nous avons un projet que nous allons présenter aux conseillers municipaux le moment venu sur l'enjeu de la décentralisation qui consiste à construire les conditions et les infrastructures qui permettent de vivre dans nos localités. Et nous sommes convaincus que les conseillers municipaux, je rappelle, sont libres et ne sont pas la propriété d'un parti politique. Mais le seul problème que nous avons avec nos amis, c'est que le jour des élections, qu'on arrête de transporter les conseillers municipaux dans les bus pour les conduire comme les moutons à l'abattoir. Si cela n'est pas fait par nos amis d'en face, je suis convaincu que le FDC, le 12 mars prochain, aura des candidats élus au Sénat au Cameroun. À côté de vous, Christian Nga. Bonsoir. Thank you very much. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes directeur de publication du journal de Guardian Post. Merci d'honorer également ce rendez-vous. Pour vos publics, est-ce que cette élection nécessite qu'on lui accorde tant d'importance, l'élection des sénateurs? Oui, ma réponse est oui et non. Je vais parler des non. Tu sais, vous savez, il y a toujours, je vais appeler à vrai nom, il y a toujours la guerre dans les régions du Nord-Ouest. C'est vrai que
la situation revient à la normale. Mais il y a toujours l'insécurité. Et du côté des SDF, j'ai un peu pitié des SDF, surtout dans les deux régions, surtout dans le nord-ouest, qui était son fief. Avec la crise, beaucoup de militants des SDF n'avaient pas voté dès la dernière élection municipale. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les communes qui sont au nord-ouest, le SDF a que la commune Nkwen 3. Et je ne sais pas comment le SDF, je ne sais pas quel miracle que le SDF va faire pour gagner. Bon, peut-être qu'on va revenir sur le SDF, mais est-ce que pour vos publics, ceux qui lisent votre journal, vous consacrez beaucoup d'espace à ce qui se passe au niveau de l'élection sénatoriale? Oui, parce que ce n'est pas juste une affaire de... Vous savez, c'est tous les Camerounais qui lisent le Guardian Post. Donc, ce n'est pas... Même si dans le nord-ouest et sud-ouest, particulièrement dans le nord-ouest, on est considéré par l'élection sénatoriale comme... parce qu'il y a d'abord la panique, l'insécurité. Donc, mais on a notre électeur partout au pays et on fait un effort pour donner d'espace pour ces élections. François Mboké, journaliste, bonsoir. Bonsoir à tous mes amis. Président du REPAC, le réseau des patrons de presse du Cameroun, j'espère que je ne me trompe pas. Non. Directeur de publication du journal Diapason. 13 formations politiques pour le moment sont en lice en attendant bien sûr que le Conseil électoral examine les dossiers de candidature, notamment les dossiers qui doivent être conformes à la loi. Et bien évidemment, il y a toujours un contentieux qui s'ouvre parce qu'il y aura peut-être des dossiers qui seront rejetés. Alors, 13 formations politiques, c'est suffisant, c'est assez représentatif du mouvement politique au Cameroun, c'est assez représentatif du positionnement des partis politiques au Cameroun. Oui, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons peut-être 200 partis, mais peut-être moins de 10, moins de 15 sont vraiment des partis que l'on peut retenir lorsqu'on parle politique au Cameroun. Dont 13 partis qui vont, je pense que ce sont eux-là qui ont pu survivre à tout le marasme politique qu'il y a eu ces derniers temps. La situation socio-économique n'a pas laissé la politique de côté et donc vous avez vu comme moi beaucoup de défections des partis qui n'ont rien à donner à leurs militants vers les partis qui vont là où qui ont quelque chose à donner à leurs militants. Donc c'est tout dire. Personne n'est épargné. La situation socio-économique frappe tout le monde, même dans les partis politiques. Et vous savez qu'aller à une élection au Cameroun, même pas seulement au Cameroun, partout ailleurs, cela nécessite aussi de débourser quelques sommes. Tous les partis n'ont pas les moyens de débourser ces sommes pour leurs candidats et il y a des petites choses qui peuvent donc permettre que le jeu ne soit pas totalement ouvert ou égal pour tout le monde. Les investitures des candidats au sein des partis politiques, ça nous donne, professeur, l'indication de ce que il y a engouement, il y a peu d'engouement. Je dirais que moi, en fait, pour avoir suivi, dans les états-majors des partis politiques sont très bien engagés dans dans cette élection. Et c'est une élection ouverte. Comme on était en train de dire, d'ailleurs le président Emilien l'a bien expliqué. Parce qu'en fait, il n'y a pas les conseillers, les grands électeurs ne sont pas enchâssés. Ils sont libres. Prisonniers des partis politiques. Et voilà. Ça veut dire en même temps, il y a la discipline du parti. Il y a la discipline du parti. Mais en se disant que lorsqu'on se retrouve dans un contexte démocratique, il faut savoir parler. Il faut savoir présenter son projet, il faut savoir toucher le cœur des électeurs. Et que l'engouement, c'est chaque parti qui essaye de prendre tous les moyens pour pouvoir remplir, pour pouvoir avoir le plus grand nombre d'élus. Mais il y a une opinion assez partagée qui pense que le RDPC, qui contrôle la quasi-totalité des conseils régionaux et municipaux, devrait en toute honnêteté remporter haut la main cette élection. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Nous avons des exemples qui parlent.
Nous avons des cas de jurisprudence. Nous avons vu, par exemple, avec le PRCN de mon ami Frère Kaval Blibi, on aurait pu penser la même chose, mais au régional, ça a été le concret. Nous avons vu au niveau de la Léquier des conseillers municipaux du PAL qui n'ont pas voté la liste du PAL. Dans le cadre même du RDPC, je vous assure que nous, moi je prends l'exemple du FDC, nous avons eu des conseillers d'autres partis politiques. Mais il faut rappeler aux futurs électeurs, aux conseillers, que le mandat électoral n'est pas impératif. La discipline du parti dont on parle, ça c'est dans les réunions du parti. Lorsque vous êtes à l'intérieur de l'isoloir, c'est une affaire qui concerne vous et votre conscience. Alors la question est simple. Je vote qui? Quel est le profil? Quel est le projet qui m'intéresse? C'est ça qui est important. Et moi je pense que cette élection, il y a un enjeu pour cette élection. Le premier enjeu, c'est que le Sénat ne soit plus un reposoir. C'est que le Sénat ne soit... Vous avez l'impression qu'on ne fait rien là-bas? Mais écoutez, pour l'instant, le Sénat, les 2 mandatures, le Sénat... On voit pourtant les sénateurs je suis désolé, sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas accessible, je suis désolé, le Sénat actuel est une chambre, est une maison de retraite. Et il y a des sénateurs qui sont incapables de boire une tasse de thé. Lorsqu'ils les prennent, vous voyez des taches sur leur veste. C'est-à-dire, c'est difficile pour les hôtesses du Sénat de les encadrer. Donc, c'est pratiquement... Oui, mais ça peut être... C'est pratiquement... Ça peut être un problème personnel, non, mais dire que le Sénat ne sert à rien, pourquoi nous c'est pas excessif quand même. Nous n'avons pas dit que le Sénat ne sert à rien. Vous dites que c'était un reposoir, c'était une maison de retraité. Nous ne disons pas, vous savez, nous sommes un parti républicain qui respecte beaucoup les institutions. Et nous voulons que les institutions s'améliorent, que le fonctionnement soit bon, soit profitable à l'ensemble du peuple camerounais. Mais vous proposez quoi concrètement? Mais nous proposons que le Sénat ait des gens valides et des gens capables de travailler. Mais vous n'avez pas beaucoup de conseillers municipaux, vous n'avez pas beaucoup de conseillers régionaux. Je vous ai dit. Comment vous allez faire? Je vous ai dit. La question, c'est pas à moi, c'est à tout le monde. Non, moi je vous ai dit. Allez-y. Moi je parle des faits. Oui. Je vous dis très bien qu'aux élections régionales, nous avons investi dans 3 départements, des départements où nous n'avions pas de conseillers municipaux, nous avons eu des voix. Parce qu'il y a un travail que nous avons fait et cette fois-ci, nous allons améliorer ce travail parce qu'il y a des leçons que nous avons apprises et nous avons compris comment il faut convaincre des conseils municipaux. Donc, moi, je vous donne rendez-vous. Au cas où la liste du FDC est validée par Elections Cameroun, par le conseil électoral, si vous voulez, on peut faire un pari. Le FDC aura beaucoup de voix aux élections sénatoriales. C'est bien de... It's good to dream. Comment on dit en anglais? C'est bien de rêver. Je pense que ce que vous êtes en train d'évoquer là, c'est sur le papier, c'est très simple. Mais le 12 mars, je ne pense pas que ça sera comme tu penses. Mais il faut accepter la réalité sur le terrain. Parce que quand tu regardes le RDPC, pour moi, le seul parti politique qui peut avoir qui peut gagner une région, c'est le UNDP à Damawa. Pour le reste, sauf que peut-être Dieu est ton voisin, je ne vois pas comment tu vas. Je voudrais qu'on revienne après les élections. Monsieur le Président, Emilien, c'est excessif de parler d'un reposoir, d'une chambre d'un reposoir, parce qu'en fait, partout dans le monde, les sénateurs sont des gens d'un certain âge et d'une certaine maturité. C'est-à-dire que c'est des gens d'expérience. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la chambre qui régule parce qu'il y a une espèce de maturité. Dans certains pays, même, vous allez voir, comme au Canada, ils sont nommés. Ils étaient même nommés à vie. Au Cameroun, on nomme quand même sur 100. J'ai fait mes études au Canada. On nommait les sénateurs à vie. Ils viennent de retoucher, maintenant c'est à 80 ans. Mais c'est des personnes qui ont roulé leur bosse, qui ont travaillé, qui ont fait dans la politique, qui ont été engagés, même dans l'associatif, qui se sont engagés dans la société. Et donc, il y a une nécessité d'avoir une certaine maturité, une maturité certaine pour pouvoir rendre ce service à la nation. Bon, en fait, il y a aussi quelque chose qui me gêne un peu, c'est-à-dire que dans l'espace politique camerounais, il y a une espèce de malthusianisme sur l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, on vit de la naissance jusqu'à la mort, on vit. J'ai travaillé, moi, dans les soins palliatifs en France.
j'ai vu comment est-ce que des personnes, même à l'article de la mort, se comportent. Ça veut dire que de la naissance jusqu'à... Tant qu'un individu peut encore se mouvoir, tant qu'un individu peut se faire aider. D'ailleurs, parce qu'en fait, ce que nous oublions, c'est que l'humain, est corrélatif à la relation d'aide. Quand vous naissez, il y a quelqu'un avec vous, et quand vous partez, il y a quelqu'un avec vous, et à chaque étape de l'humanisation, il y a toujours quelqu'un avec vous. Ça, donc, je dirais que ce n'est pas un argument très très fort de dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre leur tasse de café. Ouais. Ça veut dire que pour moi, il faut mettre ça à l'écart. Il faut peut-être retrouver d'autres. Par exemple, quand vous dites que les électeurs ne sont pas la propriété d'une personne, là c'est de la politique. Ils ne sont pas une propriété. Ça veut dire, et comme a dit notre collègue d'en face, il y a, quand on voit, moi je pense que c'est le RDPC qui va gagner l'élection parce qu'il est majoritaire. Ça veut dire que c'est la première des choses. Quand vous regardez et voir, je vous ai vu hier à la télé, quand vous êtes passé, j'ai vu tous les autres qui passaient, il y a un certain engouement, mais quand on voit le nombre fait en sorte qu'on se dise qu'avec c'est une élection qui a tout son pesant d'or. Mais la réalité camerounaise veut qu'il y ait un parti majoritaire. François, le RDPC est parti pour gagner tout. Oui, je voudrais peut-être revenir sur ce que dit le professeur. On a besoin des gens matures et non invalides. Parce que si nous mettons la maturité à côté de l'invalidité, nous comprenons que c'est une chambre qui sera représentée, comme le disait le président du FDC. Malheureusement, c'est ce que nous avons découvert ces derniers temps. J'ai quelqu'un qui fait des chroniques dans la presse, pour ne pas le nommer, Saint-Éloi Bidon, qui a dit que le Sénat n'était plus capable de faire le quorum. Alors, lorsqu'on ne pouvait pas faire le quorum, ça veut dire que les décisions même ne sont plus objectives. Je ne sais pas, je sais quand même que c'est quelqu'un qui est assez honnête, qui est du RDPC, À chaque séance, je voulais vous rappeler, François, à chaque séance du Sénat à l'Assemblée nationale, avant que les délibérations commencent, on s'assure que le quota est atteint. J'espère que vous l'avez suivi également. Mais moi, je ne l'ai pas suivi, mais c'est vous qui me rapportez ça. À ce qu'un membre du RDPC a écrit dans les journaux, il dit que revenons sur ne peut plus être. Revenons sur et c'est pour cela que nous devons faire la différence entre la maturité et l'invalidité. Si nous avons des gens qui sont invalides, ils ne serviront pas à beaucoup de choses. Non, François, nous nous attaquons pas aux individus, c'est pas je ne cite aucun nom, je parle des faits. Nous avons appelé pour parler des faits. Je vous autorise pas à dire ça. Nous parlons d'une institution qui est sérieuse, qui représente quand même l'image du Cameroun. Vous ne pouvez pas parler de cette institution en ces termes-là. Mais nous avons tous vu comment cette institution s'est comportée. C'est pas moi seul. Et nous avons vu que c'est le lieu de nous dire qu'il y a des invalides. Le président qui disait que les tasses se versaient sur les habits. Je ne vais pas descendre à ce niveau. Mais je voudrais que des gens qui vont représenter des Camerounais au Sénat soient des gens matures, pas invalides. C'est pour ça que nous parlons de ça aujourd'hui. On a l'aspect, quel profil donc pour ces partis politiques. Lorsqu'on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, compte tenu de la représentation sur le terrain et dans les partis politiques, le RDPC a taillé ses textes à sa dimension, a taillé tout, c'est-à-dire sur les 100, le RDPC a déjà 30 sénateurs, parce que c'est son chef qui nomme. Il a déjà 30. Donc, il reste 70 pour les partis qui ont le courage de compétir. Je salue le courage de mon jeune frère président FDC ici. Il est courageux, comme le disait Christian. Son rêve, il le lui souhaitait qu'il devienne réalité. Parce que la discipline du parti à laquelle nous faisons allusion ici va s'imposer. Vous ne pouvez pas aller voter un militant de FDC alors que le parti du RDPC vous a investi. Non. L'élection, non, je pense qu'il faudrait qu'on sache à quel niveau nous sommes. Nous sommes à une élection indirecte. C'est différent d'une élection directe où les singletons vont participer à choisir des gens. Ici, ce sont déjà des gens qui ont une coloration politique.
parce qu'ils sont déjà des conseillers municipaux, parce qu'ils sont déjà des conseillers régionaux qui appartiennent à des partis politiques. De là à rêver que, pourquoi RDPC ne rêverait pas que les militants du FDC vont aller voter? Donc, tout cela est possible. Mais il faut qu'en sourdine, vous ayez fait un travail de fond pour faire des alliances, pour que vous disiez que ici, je vais donner au RDPC, là-bas, le RDPC me donne, avec ce jeu d'équilibre, tout est possible. Je voulais lui donner... vous parlez de la même chose. Non, moi je vais vous aider. Je vais vous aider, parce que vous avez dit la même chose. Non. Moi, je voudrais préciser que, à la Grèce, parce que vraiment, je pense que ce plateau est très sérieux, et c'est quand même la CRTV. Je ne pense pas que le RDPC met les caméras dans les yeux. Ça, vraiment, on ne peut pas le dire ici. La discipline du parti, c'est une affaire de conscience. Lorsqu'on entre dans l'urne, il n'y a pas de caméra. Il n'y a personne qui vous surveille. C'est une affaire de conscience. Et je vous dis, nous avons des exemples dans ce pays où on croyait que tel parti, parce qu'il a les grands électeurs, les conseillers municipaux devaient gagner. Ça n'a pas été le cas. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui s'émancipent. Et toujours dans le cas du RDPC, il y a eu des gens, dans le cas des élections municipales, qui ont été investis pour être candidats, pour être maires. Mais d'autres se sont présentés, ils ont été élus, aujourd'hui sont maires. Il y a des cas. Il y a M. Paulaya Abimé, qui a été député RDPC, qui a démissionné du parti. Donc il faut dire aux gens qu'on peut être, une fois qu'on est élu, on peut démissionner du parti, on garde son mandat. Peut-être plus tard, on ne va plus vous investir dans le même parti, mais la discipline du parti, telle que vous voulez gonfler, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une élection. Une élection, on entre dans l'urne. Et dans l'urne, vous êtes là-bas seul. Il n'y a pas de gendarme qui vous tient en vous disant... Il n'y a pas... On parle d'une élection directe. Je vous parle des élections sénatoriales. Vous avez des gens qui ont déjà leur coloration politique qui ont la discipline de leur parti. Non. Bon, moi, je vous renvoie la question. Des principes. Vos militants sont-ils prêts à voter le SJF, par exemple? Nous sommes dans un pays libre. Vos militants, je vous rappelle, vous les avez formés pour qu'ils aillent voter le SJF. Je veux vous rappeler que le militant, le jour des élections, il n'y a pas de militant. Et c'est ça, c'est le combat que nous menons pour faire comprendre. Non, le jour des élections. La loi a prévu que la campagne électorale, c'est pendant 14 jours. Donc pendant 14 jours, vous avez tout le temps pour discuter avec les militants. Mais le jour du vote, ce sont des citoyens camerounais, ce sont des électeurs. Et c'est pour ça que la loi a prévu qu'il n'y a pas de rencontres, il n'y a pas de discussions. Et c'est pour ça que nous, au niveau du FDC, nous condamnons le fait que le RDPC transporte les militants dans les bus le jour du vote. Parce que ça s'appelle l'accroupement et c'est une technique de fraude électorale. Et je peux vous dire que si il n'y a pas le transport des électeurs dans les bus, je vous assure que le FDC pourra gagner le 12 mars. Non, ça c'est bon. Mais je voulais vous dire, regarde, moi je suis le directeur du Garden Post. Nous sommes à CRTV. S'il y a une élection, parce que ce que vous n'entendez pas, je voulais vous mettre ça un petit... S'il y a une élection entre moi et M. Chandongo, vous croyez que les journalistes CRTV vont me voter? Pourquoi non, vous vous trompez mal. Vous vous trompez mal. Il y a ce qu'on appelle le vote sanction. Vous croyez qu'à la CRTV, même Dieu, même s'il y a le vote aujourd'hui, il y a des gens qui vont voter contre Dieu. Non, attention. Attention. Il y a des gens qui sont même des opposants de Dieu. La réelle politique. Attention. Moi, je fais la politique. Monsieur François Mouquet, je fais la politique. Je fais la politique depuis 12 ans. Oui. Depuis étudiant. Oui. Je fais la politique. Et je peux vous assurer que sur ce plateau de télévision, il n'y a pas de caméra dans l'urne. Et si quelqu'un, moi, ça fait 20 ans que nous sommes allés. Question simple. Je suis observateur électoral en même temps. Le PCRN a-t-il perdu ou il avait plus de conseillers municipaux que les autres? Vrai ou faux? Vrai. Je vous aide à répondre. Donc il faut faire attention. Il y a des électeurs qui sont émancipés et il y a des motivations qui poussent des gens à voter. Cette élection, c'est un enjeu. Il peut arriver que les investitures se passent mal, qu'on ait choisi des personnes qui ne correspondent pas aux aspirations des électeurs. Donc, dans une élection, tous les détails sont possibles. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que le mandat électoral n'est pas impératif, que les conseillers municipaux sachent qu'ils sont libres et ils ont le droit de choisir des bons sénateurs qui comprennent les enjeux de la décentralisation et les besoins et les aspirations du peuple camerounais. Je vais vous inviter à partager les éléments recueillis par Augustin Guizana hier soir au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. C'était à la clôture de l'étape relative au dépôt des candidatures par les partis politiques.
Le chef du service politique de la CRTV Télé a approché quelques représentants des partis politiques. Regardons, écoutons ce qu'ils disent. L'Union des populations du Cameroun prendra part aux prochaines élections sénatoriales de mars 2023. Et nous sommes venus déposer les listes. Et l'accueil qui nous a été réservé ici était bien, parce que déjà à l'entrée ici, on nous a bien accueillis, on nous a bien dirigés. Et nous pensons que ça ira comme ça jusqu'au moment de l'examen des dossiers. Le parti historique a choisi de porter son choix sur 4 régions, à savoir le littoral, le centre, l'Adamawa et le nord-ouest. L'UNDP présente des listes dans 4 régions, l'Est, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Et nos listes sont conduites 2 par des femmes et 2 par des jeunes. L'UDC à chaque fois aligne des femmes et des hommes qui sont capables de relever ce défi. Il ne faut pas envoyer dans nos institutions des gens qui y vont en aventure ou des gens qui y vont pour l'intérêt personnel. Malheureusement, au Cameroun, on a l'impression que beaucoup de gens viennent en politique pour chercher de l'argent, pour s'enrichir, alors qu'on vient en politique normalement pour se rendre utile à la population, pour se mettre au service de la nation. Nous ne sommes pas donc de ceux qui pensent que le Sénat ne vaut rien. Le RDPC s'est employé à préparer soigneusement son dossier et à déposer l'ensemble des dossiers sur les 10 régions. Et nous souhaitons que dans ces 10 régions, au regard de l'état de préparation que nous avons eu, que nous puissions compétir et gagner au terme de ces élections. C'était donc des éléments recueillis hier à l'ECAM. Sur le mode de scrutin, il est à rappeler que chaque région constitue une circonscription électorale. L'élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage. C'est le code électoral qui le dit. Et l'article 218 rappelle que le scrutin pour l'élection des sénateurs est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Les conseillers régionaux, pour la première fois, vont entrer en scène. Et la question, c'est est-ce que ça va impacter l'organisation matérielle du scrutin? Est-ce que ça va impacter le déploiement des partis politiques aussi? Je commence par vous, le président. Mais écoutez, le Cameroun compte 900 conseillers municipaux, conseillers régionaux. Donc ça fait plus 900 conseillers régionaux qui vont s'ajouter si certains ne sont pas morts. Jusqu'ici, je crois que le toilettage avec l'ECAM va nous préciser. Je ne vois pas grand-chose qui va changer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les électeurs qui auront voté doivent savoir qu'ils ne doivent pas voter pour les ennemis de la décentralisation. Parce que le gros problème qu'on a eu avec le premier Sénat, les 2 premières législatures, c'est que ce n'est pas un problème de maturité comme on disait. C'est un problème que ceux qu'on a mis au Sénat, qui sont censés représenter les collectivités territoriales décentralisées, qui sont les communes et les régions, en réalité, ce sont les gens qui toute leur vie ont passé le temps à combattre la décentralisation. Et voilà pourquoi cette décentralisation peine à marcher, parce qu'il n'y a pas des ambassadeurs qui peuvent faire pression, qui peuvent faire des lobbying, qui peuvent travailler pour convaincre, pour que cette étape qui pourra révolutionner nos villages, nos arrondissements, parce qu'il faut le reconnaître. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème de texte? Vous savez que les textes d'application qui décrivent la représentation du Sénat, c'est dit que le Sénat représente les collectivités territoriales, mais il y a encore des textes à compléter à ce niveau. Et puis on a vu quand même les sénateurs sur le terrain. On a vu, je prends le cas vous êtes de la région du centre, on a vu les sénateurs du centre négocier la dette des communes vis-à-vis du directeur général de la CNPS. Vous pensez que ça c'est pas accompagner, les collectivités, accompagner pour vous peut-être ça veut dire autre chose? Bon, écoutez, je
un vaut mieux que zéro. Donc si pendant 10 ans, ils ont mené une seule action, un vaut mieux. Vous êtes excessif un peu. Un vaut mieux. Non, mais je suis en train de saluer. Et je joue le jeu des chefs de partis politiques. Il faut faire Et joue le jeu des chefs de partis politiques. Je veux dire qu'à un moment, il faut intégrer le fair play dans la politique chez nous. Il faut reconnaître que j'ai vu. Moi, je suis conseiller municipal. Ça, je le sais. J'ai vu pendant longtemps. J'ai vu les sénateurs au conseil municipal de Monatel. J'ai vu pendant longtemps les conseillers, d'ailleurs les sénateurs du centre. Je ne sais pas si c'est comme ça que partout ailleurs, ils vont toujours en groupe aller dans la Damawa, il y a des départements et des départements. De cette façon, je pense qu'ils étaient même dans la Liké. Bon, et puis, comme dit... À la veille des élections ou bien au début du mandat? Non, ceux du centre faisaient des tours. Ceux du centre, quand même. Je veux dire, ils ont fait des tours au niveau de la région. Et comme dit le présentateur... Peut-être que le président n'était pas... Là n'est pas la question. Je veux dire qu'en fait... On a quand même vu les sénateurs... Moi, je vois notre commune à Monatel. Nous avons tous les problèmes. François. Attendons, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, président. La commune est même devenue plus compliquée président. Qu'aujourd'hui. Attendez, je vous dis une chose. J'ai vécu une décentralisation, la naissance d'une décentralisation, celle de France. Et que jusqu'à ce jour, elle n'est pas achevée. C'est un travail. Oui, parce qu'en fait, c'est un travail. Non, elle n'est pas achevée. Il ne faut pas faire la comparaison dans le négatif. Non. Justement, je suis en train de demander qu'on soit un peu. Ça veut dire que. Je veux dire quoi? Indulgent. Ça veut dire que nous sommes en train de commencer. Il m'a fait l'honneur de m'interroger. J'ai été la première personne à donner mon point de vue après l'élection, après les régionales. Donc je disais que c'est une chance, la décentralisation. Mais j'avais aussi dit ce jour que ça va prendre le temps que ça va prendre. Ce même jour, puisqu'il parle des profils, j'avais dit qu'il faut prendre des personnes qui sont ancrées dans la réalité. Des personnes qui ont un comportement éthique. Des personnes qui ont la notion de bien commun. Et que ça, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que je dis, il faut prendre le fair play, dire qu'il y a des failles, parce que c'est une œuvre humaine. Mais il faut pas. Je voulais parler du cas du Nord-Ouest et du Sud. Pour les 5 dernières années, je pense que je connais juste des sénateurs qui restaient dans les deux régions. Ça veut dire, il y avait Regina Mundi, qu'on lui avait kidnappé. Et il y a Melamuki qui est à Bouya. Le reste sont à Yaoundé pendant 5 ans. They claim that there's insecurity, but when they want to go for elections, campaigns, they go and campaign. After the victory, they all come to Yaoundé. So I don't know how we're going to have. They'll come back again, and they will be voted for. They'll come and stay in Yaoundé after 5 years. They'll go back. I don't know what impact that has on decentralization. You are not there for the people. You are not there even for the people who voted for you. Mais est-ce que le contexte sécuritaire permet qu'il soit là? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi? Mais si tout le monde fuit Nord-Ouest et Sud-Ouest, qui va régler le problème? Il faut que ça s'arrête d'abord. Qui ne sont donc pas députés. On les considère comme les leaders. Il faut que ça s'arrête d'abord. Mais qui dépose dans le chapeau de sénateur? Non, moi je pense que pour être sérieux, les conseils régionaux avaient du pain sur la planche et beaucoup de Camerounais ont cru, contrairement au Sénat, où nous avons quand même beaucoup de personnes qui ont occupé de grands postes au niveau de l'administration et qui sont encore actifs. Malheureusement, on s'est rendu compte que le conseil régional est devenu une figuration dans le processus même de décentralisation. Quand les gens ont eu faim, je vais les dire ainsi, ils ont fait du bruit, l'État leur a donné à chacun 3 milliards pour gérer leurs primes, leur transport, leur hébergement, leur salaire. C'était 3 milliards par région qu'on donnait là. C'était pour le fonctionnement. Est-ce que nous avons un conseil régional pour entretenir des gens ou pour qu'ils soient en mission pour le développement de leur région? On a vu le conseil régional du Sud.
Et même celui du centre a acheté des engins pour l'entretien des pistes rurales. Ils ont entretenu quelles pistes? Vous en avez connaissance? Mais ils ont entretenu quelles pistes? Ils ont acheté des engins. Non, je pense que nous sommes tous des Camerounais. Nous ne devons pas nous amuser lorsque nous parlons de développement. Ici même à Yaoundé, je vais vous prendre un exemple. Prenez l'axe même pour Kouaban pour rejoindre Soa. Vous êtes à Yaoundé, là. Vous êtes à moins de 20 km de Yaoundé. Je suis d'accord avec vous, voilà. François. Vous allez vous rendre compte que... Je suis d'accord. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que, peut-être sur les 3 milliards, il y a eu des acquisitions importantes. Non. Peut-être que le travail n'a pas encore commencé. Non, mais les 3 milliards, moi je pense avoir bien lu le texte qui accordait les 3 milliards, c'était pour gérer le fonctionnement. Et ils ont acheté les engins avec quoi? Il y a eu certainement des fonds qui sont venus. Là n'est pas la question du conseil régional. Oui, le conseil, donc aujourd'hui, il va rentrer en jeu comment? Pour faire la même chose que font les conseils municipaux et le reste des acteurs, des partis. Puisqu'ils n'ont aucun bilan à présenter, sinon à dormir. Ils n'ont rien qui puisse permettre qu'on pense que ce sont des acteurs sociaux qui ont apporté quelque chose, soit à leur parti, soit aux populations. C'est pas leur faute. Ça va décourager les partis politiques. C'est pas leur faute parce que à participer au scrutin. Nous constatons que la décentralisation, c'est un leurre au Cameroun. C'est un leurre. Moi, je dis, quand je vois les jeunes maires, certains maires que je vois agir à Yaoundé, on se rend compte que si la décentralisation avait même atteint 40%, même Yaoundé aurait pu ne plus avoir les nids de poules, n'aurait pu ne plus avoir des coupes-gorges, on aurait pu faire des routes, les électrifier, et puis avoir même, pourquoi pas, des centrales. Il y a tout cela, mais le pouvoir central de Yaoundé pense que en donnant de l'argent au ministre, par exemple, des travaux publics, au ministre de l'urbanisme, au ministre de transport, c'est eux qui vont encore continuer de s'occuper des infrastructures. Et vous n'allez pas sortir des procédures administratives. Non, mais compétences et des ressources qui doivent se faire. Je pense que la décentralisation a prévu. François, revenons, ne perdons pas le fil de notre sujet. La question est la suivante. La question est la suivante. Les conseillers régionaux entrent en scène pour la première fois. Est-ce que ça change la donne au niveau du déploiement des partis politiques? Ça change parce que si vous étiez 10 et vous ajoutez 9 000, vous devenez 9010. Même au niveau des transports, même au niveau des rencontres, ça change. Il y aura un déploiement raison de plus pour le président de désespérer? Non, il y aura un déploiement des êtres humains, il y aura un déploiement du matériel, il y aura un déploiement... Raison de plus pour et en plus, il y a les chefs traditionnels qui sont conseillers régionaux, dont certains sont censés ne pas être militants de partis politiques, même comme certains le sont. Mais je voudrais ajouter quelque chose de pertinent sur la question du développement local. En réalité, pour nous, lorsqu'on parle de la décentralisation, il ne faut pas qu'on signe beaucoup de textes. Il suffit qu'on dise que le Cameroun a un budget de 6 000 milliards. Par commune, on alloue pour budget d'investissement public 1 milliard chaque année. Nous avons 360 communes d'arrondissement. Ça fait 360 milliards. Vous voyez que sur 6 000 milliards, ce n'est pas beaucoup. Alors, on peut le faire. Et je vous assure, si on accorde le BIP de 1 milliard par commune, chaque année, au bout de 5 ans, chacun aura envie d'aller dans son village. Parce qu'on aura construit des conditions et des infrastructures, des conditions d'épanouissement qui donnent envie d'aller passer le week-end au village. Et maintenant, le Sénat que vous voulez mettre en place là, mais le Sénat, quel rôle va-t-il jouer dans Justement, donc, les candidats du FDC portent cette vision qui est celle de mener le plaidoyer, de dire aux conseillers municipaux, accorder un nouveau suffrage. Voilà le message que nous voulons porter au Sénat. Nous voulons que chaque commune au Cameroun ait un budget d'investissement de 1 milliard. Est-ce que vous savez que les communes ne parviennent pas à tenir 4 sessions du conseil par an? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et le seul moment où une commune peut avoir un peu d'argent, c'est lorsqu'il y a les CRC. Et lorsqu'il y a les CRC. Écoutez, avant d'être conseiller municipal, j'avais ce discours que non, la commune peut créer, la commune peut faire ceci. C'est pas possible. Et moi, je vous pose une question. Vous pensez vraiment que vous pouvez aller faire un reportage à l'Est en marchant à pied? Pourquoi pas?
en marchant à pied. Oui, de Yaoundé en marchant à pied. Pourquoi Et pas? vous avez le produit quand La finalité, vous avez le produit quand et pour vous avez le produit c'était quand, l'objectif, et si pour je qu'il dois soit- atteindre mon objectif. si c'est une actualité brûlante, vous faites comment? Vous allez à pied. Bon, alors la création des Alors, ressources dont président, on je parle. vais vous dire, j'ai eu la possibilité, en fin de semaine dernière, j'ai assisté à une rencontre. Il y a un réseau de parlementaires qui s'occupe de la diaspora. Oui. La diaspora, qui a pu faire venir au Cameroun une Camerounaise d'origine qui est à Londres, qui sert de relais entre les financiers et les collectivités territoriales décentralisées. J'ai suivi cet échange de fond en comble. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne peut pas développer nos arrondissements. Non, ne dites pas Il faut que ça ne peut pas l'État- développer. Ça, on appelle ça. Ça ne peut pas développer. Ça- Justement, une c'était graine le de- contraire de un ce grain que de j'ai sel dans entendu la ce mer. jour-là. Les projets Non. que les collectivités territoriales puissent monter des projets bancables. Première chose, Non, je suis. des bon, projets qui peuvent passer devant les investisseurs qui peuvent financer. Moi, je, Est-ce que nos banques moi, je veux vous sont dire, viables, il ne faut prêtes pas, à parce financer qu'il faut les- faire les- attention. Il faut d'abord qu'il y ait ces Je projets. pense que lorsque vous avez des projets aujourd'hui en tant que commune, on vous envoie vous- au niveau du on FEICOM. vous sortit du sujet. Non, on ne sort pas du Nous sujet. voulons sortir du On- sujet. on voulait- Ce on qu'il voulait faut essayer dire, justement là où vous êtes. à l'endroit des auditeurs, c'est que chaque commune aujourd'hui dispose de ce qu'on appelle un plan communal de développement. On est d'accord. Qui a pratiquement répertorié les besoins de chaque village. Est-ce que ce plan est en bancable? fonction, je dis très bien, en Le fonction plan ne de- doit pas être le en fonction- recensement des en besoins de la fonction des population. priorités. Alors, les gens qui nous disent qu'il faut que la mairie crée, c'est bien beau. Il faut qu'elle aille chercher des partenaires extérieurs, c'est bien beau. Mais sur 6 000 milliards, si on enlève seulement 360 milliards et qu'on donne 1 milliard à chaque commune, où est le problème? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça dérange en quoi les 6 000 milliards? C'est dangereux. Hein? Parce que l'État est tellement centralisé qu'on n'aimerait pas que les décisions. On n'a pas encore assimilé dans nos esprits que le maire est une haute personnalité. On voit encore le maire comme quelqu'un qui doit toujours venir voir le ministre quand il a besoin de prendre une décision. Alors que dans la décentralisation, le maire c'est un élu, comme le député, comme le sénateur, comme le chef de l'État. Ils ne sont pas nommés comme des ministres. Malheureusement, ceux qui gèrent des avoirs sont nommés et ils pensent toujours. Vous avez vu des personnalités qui sont allées souvent dans les villages, dans les régions. Comment ils se comportent vis-à-vis des maires, qui sont des grands patrons, qui devraient être respectés. Mais je pense que les textes qui ont créé cette situation font problème. Parce qu'aujourd'hui, le maire est élu, mais vous avez trouvé un sous-préfet qui a été nommé, mais qui ne peut pas permettre qu'un maire puisse s'épanouir normalement parce que... C'est aussi une question de respect des textes. Hein. Oui, mais nous sommes en train de démontrer. Peut-être le préfet Mais il en tant assiste que à votre tutelle, conseil peut-être municipal. en tant que tutelle, le préfet en tant que tutelle. Voilà, mais le préfet. ne peut pas bloquer une commune. Non, il n'a pas bloqué, mais il est là. Vous ne voulez pas sa présence, mais il est là. Le texte autorise qu'il soit là. Nous, on n'est pas sur l'histoire des textes. Il suffit de dire... Mais il y a un texte, président. Vous ne faites pas au hasard. Il y a un texte, vous devez respecter les textes. Nous, on n'est pas... je sais, texte, parce que- le Cameroun a des beaux textes, mais nos mamans au village ne mangent pas les Voilà. textes. Ça, c'est un autre problème. Les textes ne permettent pas d'acheter Mais le c'est bifaga. que- mais c'est que- Ne permettent pas... Non, les textes ne permettent pas ça. Ce que Mais nous là, voulons, laissez que- c'est simple. laissez que- 360 laissez que- milliards, gars, 1 milliard ici. par commune, ça va marcher. Je suis Le d'accord. problème avec les maires et les sous-préfets, en fait, c'est parce que les dés sont trop impliqués dans Des marchés. le marché. Non, je ne pense pas. Ah, ben là, vous n'êtes pas d'accord. Je ne pense pas. Le problème, c'est que c'est le langage que je tenais quand je n'étais pas D'accord. dans l'affaire. On va repartir à l'ECAM. Président, on va repartir à l'ECAM. On va repartir à l'ECAM, écouter le directeur général des élections. Toujours hier, à la suite de la séance consistant à recevoir les dossiers de candidature pour l'élection des sénateurs. Nous avons reçu ici à la direction générale 8 partis politiques qui ont déposé leurs dossiers. Je pense qu'on a commencé à donner quelques noms. Maintenant, nous sommes satisfaits du travail fait par nos collaborateurs et par nous-mêmes. Nous allons donc rassembler tous ces dossiers pour les transmettre au Conseil électoral qui va donc continuer le travail pour les examiner minutieusement pour pouvoir retenir les dossiers qui sont conformes à la loi. Et puis donc les publier, n'est-ce pas, au plus tard le 12 février.
Voilà, c'est cela. Donc, je pense que c'est ça que nous allons faire. Donc, nous sommes satisfaits de ce que Elekam a fait son travail, comme d'habitude. Alors, au chapitre 2 du Code électoral, il apparaît clairement que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Nous parlons ce soir du Sénat, bien sûr. Quel Sénat pour l'accompagnement des collectivités territoriales après l'élection du 12 mars prochain? Oui, allez-y. Can I speak in English? Yes. I think he raised something here. I was just waiting for this question. Because when you look at the Senate that we have here, we are entering the third Republic. Troisième mandature. Yes. But honestly, if you tell me to point out just one thing that they have done, I will not be able to name. Because at some point, I have the feeling that the Senate is created in Cameroon to compensate friends who work for this government. Et c'est la constitution de 96 qui prévoit la création d'un Sénat. What I'm saying is that if we want a Senate that will not be as moribund as the one we had, where people go there to sleep, it's like a place where you go to rest. No, we need to elect vibrant, even if they are retired, but they should be vibrant. People who can talk. Because when you spend your whole time sleeping at the Senate, you just get up and start clapping. At the end of the day, you have your sitting allowance. After 5 years, you're moving around. Le code électoral dit qu'il faut avoir plus de 40 ans, donc le président Atanda ne peut pas être candidat. C'est pour ça qu'il a conduit simplement la liste. Et vous what I'm saying is, we need a Senate that is active. Oui, mais je lui pose la question. Okay. Par rapport à l'âge? Oui. Mais écoutez, ce n'est pas un problème des candidats, je pense. C'est un problème de texte, il faut respecter le texte. Écoutez, de toutes les façons, nous sommes un parti républicain qui respecte les institutions de la République et les lois qui sont là, même comme on a l'ambition de les changer en majorité. Dès que nous allons arriver au pouvoir, de telle sorte... Mais écoutez, vous savez, ça va arriver. Ça va arriver. Retenez ce jour, ça va arriver et je serai honoré de vous recevoir lorsque ça arrivera. Parce que je ne serai pas un président qui ne reçoit pas, qui se cache. Donc rassurez-vous. Alors ce que je voudrais dire est que ce Sénat peut faire l'exploit, d'abord de ne pas être un reposoir, et j'espère que les différents partis politiques ont essayé de rajeunir un peu, de renouveler un peu leurs effectifs sur le plan quantitatif et qualitatif. Deuxième chose, il faut vraiment que quelqu'un, lorsqu'il décide d'être candidat sénateur, qu'il sache vraiment que c'est pour un travail. Ce n'est pas pour aller vivre à l'hôtel de député. Ce n'est pas pour bénéficier d'un gros salaire, de tels avantages. C'est pour travailler pour les populations. Et ce qui est important, mais la contrepartie, c'est cela aussi. C'est qu'on puisse avoir des sénateurs qui comprennent que leur rôle, c'est d'être les ambassadeurs des communes et des régions. Et tant que les communes et les régions n'ont pas de ressources, le peuple va continuer à souffrir. Je veux bien qu'on nous dise oui, coopération décentralisée, le montage des projets, mais non. Il faut que l'État prenne 360 milliards et donne 1 milliard de budget d'investissement public à chaque commune. Si c'est fait, je vous assure que dans 5 ans, le Cameroun sera un paradis. Naturellement, c'est ce que nous voulons. Mais je voudrais que pour ma part, que le nouveau Sénat qui va entrer, c'est des hommes matures, c'est-à-dire des gens qui ont une maturité certaine. Mais c'est des personnes, des hommes d'expérience. Et des gens, hommes et femmes, qui ont compris la notion de bien commun. En fait, tout ce que le président est en train de dire se résume dans ce beau mot, bien commun, un mot qui a été évacué de l'espace. Par exemple, au Cameroun, c'est évacué. Mais pourtant, les hommes et les femmes qui sortiront le 12 mars, ça doit être parce que pour servir, pour être la courroie de transmission entre le pouvoir central et les communes et les régions et autres, il faut être quelqu'un qui est pétri, qui croit en cette notion de bien commun. Donc des personnes qui ne viennent pas se servir, mais qui viennent servir. Et comme assez bien, naturellement, il y a des contreparties, mais servent d'abord. Et qui n'arrivent pas pour ces contreparties. Mais dont le premier objectif est de venir servir.
Et ça, on a vraiment besoin de ça dans notre espace politique camerounais. Mais là, en parlant du renouvellement, je pense que tous les partis ont essayé j'ai lu la circulaire du président du parti, du RDPC. En fait, quand on finit de la lire, on dit quand même qu'il y a des exigences. C'est pas tout le monde. Prise en compte du genre. Oui. Moi, par exemple, je peux pas me lever pour prétendre être sénateur, hein, parce que je ne suis membre d'aucun parti, un certain nombre de choses. Donc, il y a des exigences. En fait, c'est une prérogative du président de la République. Simplement, vous n'allez pas refuser, c'est encore plus bien. Je dirais que si en fait, non, je ne... Non, je ne lance pas l'appel. Non, ne faisons pas de confusion. J'allais dire qu'en fait, quand j'ai lu, et puis peut-être, je ne veux pas le dire ici, je pense que est-ce que j'ai rempli toutes les conditions? Non. Je vais dire que... Vous avez plus de 40 ans, donc le président peut bien vous nommer. Et c'est même d'ailleurs notre... Vous avez l'expérience sur la décentralisation, par exemple? Non, revenons sur la question. Revenons sur la question. Je vais dire qu'en fait, si je m'en tiens, et d'ailleurs, tous les responsables qui sont passés, là, disaient qu'il y a eu des conditionnalités et que c'est... Dans le cadre du RDPC, il y a une équipe, et c'est en dernier ressort, c'est le président national qui prend des décisions. Dans un parti comme l'UNDC, c'est le président national, qui veille, malgré le fait qu'il y a un secrétaire. Donc ça veut dire qu'il y a des conditionnalités. Et dès qu'il y a conditionnalité, ça veut dire que ça peut, de ces conditionnalités peut sortir la qualité. Donc, les partis politiques ont déjà déposé les listes. On suppose que les candidats que vous avez choisis sont les meilleurs pour ce Sénat-là. Mais pour vous, François Mboké, la configuration de ce Sénat, vous la voyez comment à l'avenir, le Sénat qui vient du 12 mars prochain? Oui, cela me permet d'embrayer sur la Constitution, dont l'article 6, je ne sais pas, on ne peut pas parler du Sénat sans revenir à l'article 6, qui est le principal point du Sénat qui intéresse les Camerounais, ça veut dire l'intérim en cas de vacances du chef de l'État. Je pense que c'est le point culminant. Sinon, tout ce que le Sénat fait, l'Assemblée nationale peut le faire tranquillement. Le président du Sénat est pressenti pour remplacer le chef de l'État selon la Constitution de 1996 à son article 6.4 en cas de défaillance, quelle que soit la nature. Nous pensons que ce n'est pas un petit rôle. Ce n'est pas un petit rôle parce que tout le monde est mortel et tout peut arriver à tout moment. Nous pensons donc que lorsque nous devons avoir des sénateurs, nous devons surtout penser que ceux qui vont diriger le Sénat puissent être prêts à assumer ce rôle à tout moment, puissent avoir l'âge, puissent avoir les moyens physiques, puissent avoir les moyens intellectuels, puissent avoir une assise politique pour pouvoir mener ce rôle-là le moment venu. Si, au sortir de ces élections, nous rendons compte que non seulement l'âge a un peu diminué, parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte que l'âge précédent était un peu avancé, c'est pour ça qu'on parlait d'invalidité à un moment, mais nous pensons qu'avec les jeunes partis qui sont entrés, les candidats seront beaucoup plus jeunes. Maintenant, tout va se jouer à l'intérieur. C'est là où le président du FDC va jouer pour avoir un président de l'Assemblée nationale capable de tenir, président du Sénat, du Sénat qui soit capable de tenir, de remplir le rôle qui lui revient au niveau de l'article 6 qui intéresse tous les Camerounais. Repartons à l'ECAM. Vous savez, Elections Cameroun, c'est l'acteur principal de l'organisation de cette élection. Il y a le Conseil électoral qui a tenu, comme le recommande les textes, le code électoral, la première session de plein droit. Et nous allons écouter le président du Conseil électoral, Eno Abrax Egbe, sur le contenu de cette session qui a eu lieu à Yaoundé. Cette année, et cela ne vous a certainement pas échappé, l'élection des sénateurs prendra en compte pour la première fois, conformément à la loi, l'implication des conseillers régionaux en tant qu'électeurs à part entière du collège électoral. S'il est de notoriété que l'élection Cameroun n'en est pas à sa première expérience d'une élection sénatoriale, il convient cependant
de savoir que le scrutin du 12 mars prochain constitue un nouveau challenge. C'est pourquoi, à cette phase stratégique, je me fais le devoir d'insister, comme toujours, sur la sensibilisation et l'éducation des grands électeurs pour une meilleure appropriation du cadre juridique et des standards en la matière, aussi bien lors de la constitution et du dépôt des déclarations de candidature qu'à l'occasion du contentieux pré- et post-électoral, en passant par le déroulement de la campagne électorale et les opérations de vote proprement dites. Le but recherché est d'aboutir à une participation massive, à visée, équitable et surtout inclusive de tous les acteurs du processus électoral. Alors, il faut savoir que l'article 214 alinéa 1 du Code électoral dit que chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs, dont 7 sont élus au suffrage universel indirect, ce qu'on verra le 12 mars prochain, sur la base régionale, et 3 nommés par décret du président de la République. Les 30 sénateurs nommés par le président de la République, selon vous, ça peut aider à équilibrer les choses, établir les équilibres, mis à mal par la vie au sein de nos partis politiques. Je veux parler par exemple du SDF qui a des difficultés en ce moment. Je veux parler des formations politiques qui n'ont pas participé aux élections antérieures comme le MRC. Est-ce que le président, par les 30, peut ramener cet équilibre-là pour que nous ayons ce que vous aimez bien appeler la démocratie apaisée? Je vais commencer à dire ceci. Je pense que, avant de répondre à votre question, je pense que ça sera un grand honte pour le Cameroun si le RDPC, le 12 mars, remporte tous les 70. Et s'il est voté? Non, ça sera un grand honte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il ne vote pas, qu'on ne choisit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien comprendre comment le RDPC a replacé nouveau. Parce que l'élection sénatoriale, ça commence avec le municipal. Bon. Oui, mais ils se sont préparés, ils ont eu les conseillers municipaux, ils ont les conseillers régionaux, donc logiquement, ces gens-là doivent voter pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà comment on fait pour gagner une élection sénatoriale avec 70 voix, comme ça va se passer le 12. Le RDPC, sauf, je ne sais pas quel miracle, va gagner partout. Parce qu'ils ont bien, je vais dire, permettez-moi d'utiliser le mot arrangé, élection municipale. Parce que c'est là où tout se joue. Et that is why on a beaucoup parlé de notre code électoral. Ça donne trop d'avantages au parti au pouvoir. Voilà le problème au Cameroun. Bon, maintenant, la réponse à ma question. Oui, je vais revenir là. Maintenant, comme je vous le dis, on ne peut pas parler d'un pays démocratique. Une seule partie gagne 100 ou bien 70. C'est la honte pour notre démocratie. Soyons honnêtes. Vous parlez de démocratie, c'est pas démocratie. C'est la voix, c'est la majorité. Non, vous parlez quelle majorité? Majorité avec la honte. Donc, cela dit, réellement pour nous, on a un président qui voit un peu plus loin que nous. C'est pour ça qu'on doit, pour moi, pour sauver le SDF, qui est en coalition pas officielle avec le RDPC. Je pense que le président peut les aider, faire pitié à SDF pour nommer 10 dans toutes les 10 régions. Une région peut avoir un membre de SDF. Sinon, le SDF va disparaître après le 12 mars. Je crois que le SDF n'est pas le seul parti politique au Cameroun, donc il peut nommer dans plusieurs partis politiques, il peut choisir dans plusieurs partis. Il parlé de 10 ou 30. Non, pas SDF seulement. Il peut partager entre... Mais vous avez déjà nous dit que vous allez gagner, donc on parle de parti. Même si, non, vous avez dit... En fait, vous faites des confusions. Vous avez dit avec certitude que le RDPC va gagner tout, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai. Parce que je vous rappelle que dans la Damawa, l'UNDP a tout un conseil régional dans la Damawa. Et je vous rappelle que il y a des zones où ce sera difficile pour le RDPC de gagner. Pourquoi? La seule chose que moi je demande au RDPC pour que la campagne soit saine, c'est de ne pas transporter les conseillers municipaux dans le bus. Ça, vous l'avez déjà dit. Maintenant, est-ce que les 30 sur les 30, je crois que pour qu'on parle d'un équilibre, il faut bien qu'on se pose la question, est-ce que le groupe parlementaire, est-ce que la nomination, est-ce qu'il peut faire en sorte que dans la nomination des 30, nommer 15 députés qui peuvent être des personnalités indépendantes, des personnalités qui viennent de société civile ou d'autres partis politiques, peuvent constituer un groupe parlementaire de 15 personnes.
C'est là où pour moi ça peut être intéressant. Et nous, au niveau du FDC, nous pensons qu'il s'agit d'une élection et que dans une élection, tout est possible. Il n'y a pas les militaires à l'intérieur des urnes. Il n'y a pas les caméras à l'intérieur des urnes. Donc pour nous, les électeurs, conseillers régionaux et conseillers municipaux sont libres et je suis convaincu que leur conscience leur jugera une fois qu'ils seront dans les urnes pour voter en faveur des candidats qui ont le bon profil et le meilleur projet de société. Et je crois d'ailleurs que les conseillers municipaux ont intérêt à voter les gens qui proposent 1 milliard de budget. Parce que si la commune a 1 milliard de budget, les conseillers municipaux auront leurs indemnités. Ils auront leurs indemnités. La mairie va fonctionner, il y aura beaucoup d'avantages. D'accord. Disons que le chef de l'État a des prérogatives de nommer les 30 sénateurs, mais il y a 70 qui doivent d'abord passer au pain fin, donc par l'élection qui devrait être démocratique. Et si elle est démocratique, ça veut dire qu'elle est libre. Rien n'empêcherait qu'un seul parti remporte les 70. Bon, dire que 30 ça pourra équilibrer, c'est pas possible, parce que même en nommant, le chef d'État ne va pas nommer que dans les partis politiques d'opposition. Il va nommer aussi des gens du RDPC. Donc, tout devrait se passer au niveau des ententes. Ce n'est pas le petit temps qu'on va laisser aux partis pour qu'ils fassent campagne. C'est là où des alliances peuvent se traiter. Que des gens s'entendent, ceux qui n'ont pas de conseils, ceux qui ont des bons projets, ceux qui peuvent, pour que peut-être le RDP se sentir avec peut-être 40 lors de l'élection, et que en nommant, il puisse avoir entre 50 et 60 pour ne pas avoir une majorité obèse qui ferait mal à la démocratie. Oui, parce qu'en fait, moi, les 30, c'est une prérogative du chef de l'État. Et que bon, là, il faut dire que, d'ailleurs, c'est notre collègue du fond qui a dit qu'on a un chef de l'État quand même qui a beaucoup de sagesse, qui use de beaucoup de sagesse dans la manière dont il gouverne. Et à mon ami Émilien qui disait qu'il me lisait et qui me lit, je suis en train d'écrire un livre sur le chef de l'État qui porte sur l'Afronésis, l'homme de l'Afronésis, c'est-à-dire l'homme de la sagesse pratique. Et c'est ce que je vois. C'est quelqu'un, je suis rentré au Cameroun il y a 5 ans. Donc, ce que j'ai essayé de voir. Donc, il y a dans ces 30, il y a bien des gens de l'opposition. Il y a des gens de l'opposition, il y a des gens de la société civile, et puis il y a des chefs traditionnels, et puis il y a des personnes qui enseignaient et qui n'étaient peut-être pas du RDP, qui deviennent subitement sénateurs. C'est des gens nommés qui n'ont pas été nommés sur la base d'appartenance d'un parti. Donc ça veut dire que notre souhait est que ces 30 participent peut-être à ramener ce qu'on appelle la politique, la démocratie apaisée. Mais je voulais revenir quand même quand notre co-panéliste dit qu'il y aura de la honte. Non, c'est une élection démocratique, comme a dit François. Elle est démocratique. Celui qui est capable peut tout rafler. Et comme il a aussi dit, il faut qu'on apprenne à faire de la politique policée, c'est-à-dire démarcher des alliances. Faire des alliances, ça se fait, par exemple. Ça, c'est aux acteurs. Vous voulez voir le FDC avec le RDPC? Voilà, par exemple. Non, mais en fait, ça veut dire que... Ce serait un mauvais mariage. Non, je te donne Batinga. Moi, je prends la liste. Écoutez, il s'agit des élections. Les élections, ce n'est pas les biens de manioc qui se partagent. Quand on parle de l'élection, c'est la quête du pouvoir. Donc c'est un combat. Il faut être réaliste alors. Tenir compte des forces en présence. C'est pour ça que les alliances, comme a dit François Mbou, nous sommes en train de vous dire que nous allons aux élections. Nous avons le moral, le mental des élections. Nous allons partir discuter avec... Mais vous voulez que je vous explique ça en quelle langue? Les conseillers municipaux n'appartiennent pas à un parti politique. Ils sont libres et à l'intérieur de l'urne, personne ne les contrôle. Donc tout à fait, la discipline du parti n'a pas sa place. La seule chose
qui puisse faire en sorte que le vote soit bon, c'est qu'on ne transporte pas les électeurs dans les bus. L'État a prévu 50 000 francs pour chaque grand électeur. Donc un grand électeur peut louer une Prado noire et venir Pourquoi noir? Non, même rouge, même jaune. Venir voter à 50 000 francs et il peut rentrer. Donc je ne trouve pas, je trouve le fait qu'on transporte les conseillers municipaux à Yaoundé pour Bastos dans les bus comme étant une insulte. Donc moi je propose vraiment au RDPC cette fois-ci de laisser les conseillers sortir de chez eux et venir voter librement et rentrer. Ça, c'est la vie interne des partis politiques. Non, il ne s'agit pas de la vie interne. Vous organisez comme vous pouvez. Le jour du vote, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas d'accouplement. Le fait que 10 conseillers, 20 conseillers municipaux se retrouvent à l'intérieur d'un bus, il s'agit de l'accouplement. Il s'agit de la continuité de la campagne. Il peut parler d'autre chose. Vous n'avez pas la certitude qui parle forcément des les gens ne doivent pas causer entre les électeurs. Tu quittes chez toi, tu pars dans l'urne et tu rentres chez toi. Denis Emilia Tangna. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était intéressant de parler de cette élection des sénateurs qui arrive. Le processus est encore long parce qu'il faudrait attendre que Elekam donne la liste finale des partis qui vont compétir. Elekam a reçu déjà les investitures des candidats par les partis politiques. Et maintenant, la commission va se mettre au travail pour que on voit si ces listes-là sont constituées conformément à la loi, parce qu'il faut respecter aussi la loi. La loi parle du nombre, de l'âge, il faut tenir compte de la composition sociologique, il faut tenir compte du genre. Donc tous ces éléments-là doivent entrer en scène. Et nous souhaitons beaucoup de chance au président Ratangana qui croit fermement qu'il va gagner ces élections. C'est normal, c'est une ambition noble. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. S'il plaît à Dieu, on va se retrouver dimanche prochain pour une autre édition de Scène de Presse. Merci à vous, chers invités, vous qui avez pris la peine d'être avec nous ce soir.